Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'étude de la fonction gamma, qui, je le rappelle, est définie par gamma de x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Ce qu'on avait vu dans une première vidéo, c'est que gamma était défini et continu sur 0 ouvert plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x strictement positif. Et on avait montré également que gamma était c infini sur r plus étoile, on avait trouvé la dérivée km de gamma de x qui était égale à ça. Et alors j'ai laissé cette dérivée km parce qu'on va l'utiliser par la suite. Et ici, ce qu'on nous demandait, c'est de montrer que pour tout x strictement positif, c'est-à-dire sur l'ensemble des définitions de gamma, eh bien gamma de x plus 1 était égal à x gamma de x, et de calculer gamma de n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Donc forcément à partir de la formule ici. Et après on calculera gamma de 1,5 cette fois-ci, puis gamma de n plus 1,5, toujours pour tout n appartenant à grand N. Alors, pour calculer gamma de x plus 1, il faut d'abord écrire gamma de x plus 1, qu'est-ce que ça vaut? Donc, si on calcule gamma de x plus 1, avec bien sûr x strictement positif, ça me donne l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x plus 1 moins 1, c'est-à-dire t puissance x, fois exponentielle de moins t dt. Pour pouvoir trouver une relation de récurrence avec gamma de x, c'est-à-dire une autre intégrale, eh bien, on se doute bien qu'il faut faire une intégration par partie. Pourquoi? Parce que là, je pars d'une intégrale, et à la fin, je veux gamma de x qui est toujours une intégrale. Donc comment je transforme une intégrale en une autre intégrale? Eh bien, tout simplement en faisant une intégration par partie. Sachant qu'en plus, ici, j'ai un produit, donc évidemment, pour faire l'intégration par partie, ça va être plus simple. Bien sûr, toute la difficulté est de dire quel est le u qui est v', c'est-à-dire quelle fonction je vais dériver, quelle fonction je vais primitiver. Alors l'exponentiel, on peut soit le dériver, soit le primitiver, ça ne change pas grand-chose. Par contre, le t puissance x, lui, je vais plutôt le dériver. Pourquoi? Parce qu'en le dérivant, je sais que j'ai un x qui va passer devant. Et donc, justement, moi, je veux un x comme ça au numérateur. Alors que si je le primitivais, j'aurais du t puissance x plus 1 sur x plus 1. Bon, ce serait différent, puisque du coup, j'aurais une fraction avec du x en dessous. Ce serait pas du tout pareil. Donc, je vais dériver le t puissance x, c'est-à-dire je vais dire u égale t puissance x, et v', du coup, égale l'exponentielle de moins t. Alors, je vais faire tout de suite v parce que c'est le plus simple. La primitive d'exponentielle moins t, je sais que c'est moins exponentielle de moins t. Maintenant, le t puissance x, comment je fais pour le dériver? Alors, il y a plusieurs méthodes, mais si vous voulez, le t puissance x, vous pouvez dire que c'est exponentielle de x fois ln de t. Alors j'ai le droit, parce que bien sûr le t est strictement positif, parce que je suis entre 0 et plus l'infini. Et donc pour dériver ça, alors il faut bien faire attention de qui est la variable. Ici, la variable, faut pas oublier que c'est le t. Pourquoi? Puisque ici, mon intégrale, c'est t. Et donc comment je fais pour dériver par rapport à t? Eh bien je dis que x ln de t, je vais le dériver par rapport à t. Maintenant, et après je vais le mettre devant l'exponentielle, et après je vais pouvoir le dériver. Donc si je dérive t puissance x, c'est-à-dire je dérive ça, je sais que ça me donne la dérivée de x ln de t, donc ça me donne x sur t, parce que la dérivée de ln de t c'est 1 sur t, et le x qui reste devant, qui est considéré comme une constante, puisque je dérive par rapport à t. Attention, là j'ai mis prime, mais en gros il faudrait mettre plutôt la dérivée de ça par rapport à t. Et donc après, j'ai toujours mon exponentielle de x ln de t qui reste, et exponentielle de x ln de t, on a vu juste avant que c'était t puissance x. Et donc je peux regrouper t puissance x sur t, ça me donne t puissance x moins 1. Donc finalement, mon u', donc la dérivée de t puissance x, ça me donne x fois t puissance x moins 1. Voilà. Alors si on sait, on peut le faire directement. D'accord, sauf que si on n'est pas sûr, vu qu'ici il y a deux variables, on se dit mais je dérive par rapport à quoi? Par rapport à x ou à t. Bon, à ce moment-là, si vous n'êtes pas sûr, vous faites avec l'exponentielle, c'est plus simple. Maintenant que j'ai ça, ben, je vais pouvoir appliquer ma formule d'intégration par partie, qui est entre crochets UV, c'est-à-dire t puissance x fois moins 1 moins t. Alors je vais mettre le moins ici, ce sera plus simple. Donc ça va être t puissance x fois moins 1 moins t entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de u'v, c'est-à-dire de x t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Alors par contre attention, c'était ici un moins exponentiel, donc qui avec le moins devant va devenir plus. Pourquoi? Parce que dans la formule c'est uv moins l'intégrale de u'v, donc j'ai un moins devant l'intégrale,
avec le moins du v, ça va me donner un plus. Alors, là au niveau de la rédaction, c'est vrai que j'ai mis directement 0 plus l'infini. On aurait pu mettre ici les bornes genre a et b, et puis après faire tendre le a vers 0 et le b vers plus l'infini. Sauf que comme on a montré avant que tout était intégral, etc., il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, si on veut être plus précis, on pourrait le préciser ça en mettant ici petit a et petit b, et puis après faire les limites. Alors justement, au niveau des limites, donc là il va falloir que je fasse la limite quand t tend vers 0 et la limite quand t tend vers plus l'infini. Donc, bien sûr, hein, c'est t qui tend vers 0 et plus l'infini, puisque ici c'est dt. Alors, on va commencer par plus l'infini, par exemple. Quand t tend vers plus l'infini, eh bien, par croissance comparée, je sais que c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Hein, et si on n'est pas sûr, à ce moment-là, on peut le réécrire que t puissance moins x exponentielle moins t. On peut le réécrire comme tout à l'heure, exponentielle de x ln de t fois exponentielle moins t, donc ça fait x ln de t moins t. Et donc là, après, en factorisant par t, ça fait t facteur de x ln de t sur t moins 1. Donc par croissance comparée, ln de t sur t, ça tend en plus l'infini vers 0. Donc ça tend vers moins 1. Avec le t qui tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. Plus l'infini fois moins 1, ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc je sais que tout ça, en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, je mets 0. Maintenant, quand t tend vers 0, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, exponentielle de 0, ça donne 1. Et 0 puissance x, alors, bien sûr, attention, ici, le x est strictement positif. Et donc, 0 puissance quelque chose de positif, ça me donne également 0. Donc, finalement, j'ai 0 moins moins 0, donc 0 plus 0. Donc, ça s'annule. Bien sûr, attention, il faut que le x soit strictement positif, que si x est négatif, à ce moment-là, j'ai un gros souci. Puisque ça me donne quelque chose qui va être du style 1 sur 0, et donc ça va être indéfini. Et ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mon intégrale, elle dépend de t, mais mon x, lui, du coup, est constant, parce qu'il ne dépend pas de t, donc je peux sortir le x de l'intégrale, et donc il me reste t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Et qu'est-ce que c'est que cette intégrale de t puissance x moins 1 exponentielle dt? Et bien c'est comme par hasard gamma de x. Donc finalement, je me retrouve avec x fois gamma de x. Donc ici, j'ai gamma de x plus 1. Donc voilà, j'ai bien trouvé mon expression. Hein. Gamma de x plus 1 égale x gamma de x pour tout x appartenant à R. Ce qui permet, à partir de n'importe quelle valeur de gamma, par exemple, si on a gamma de 1 tiers, après on peut calculer gamma de 1 tiers plus 1, gamma de 1 tiers plus 2, gamma de 1 tiers plus 3, etc. etc. Alors c'est pas parfait, ça ne me donne pas toute la fonction, mais ça me donne une partie de la fonction. Alors justement, nous ce qu'on va faire, c'est calculer cette fonction, mais cette fois-ci non pas pour x appartenant à R plus étoile, mais sur grand N. Donc là, ça va être évident. Alors on pourrait le faire par récurrence, mais là on va le faire par itération successive. Parce que bien sûr, comme c'est vrai pour tout x strictement positif, c'est vrai aussi, bien sûr, sur n, puisque n est inclus dans R. Dans R plus étoile. Et donc, j'en déduis que gamma de n plus 1, d'après ce que je viens de montrer, c'est égal à n fois gamma de n. Mais comme n est strictement positif, eh bien je peux aussi mettre que c'est n fois n-1 fois gamma de n-2. D'accord? De la même manière, j'ai juste fait un changement de variable, j'ai remplacé ici le x par, enfin le x plus 1 par n, c'est-à-dire le x par n-1. Et donc ça me donne n-1 gamma de n-1. Si je fais la même chose, ça va me donner n-2 gamma de n-2. Et donc là, on commence à voir apparaître quelque chose. Hein. n, n-1, n-2, ça fait penser à du factoriel. Donc si je fais jusqu'au bout, ça va me donner n, n-1, n-2, n-3, etc. Alors, la question c'est, je vais jusqu'où? Alors, je vais jusqu'à 1. Pourquoi? Parce que je vois que c'est les entiers, mais décroissants, donc n, n-1, n-2, n-3, etc. Et à un moment, je vais arriver à 1, et 1 fois gamma de 1. Alors, la question c'est, est-ce que je peux aller encore plus loin? Et bien là, je peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que si je voulais réutiliser cette formule ici, pour faire gamma de 1, eh bien, il faudrait que je remplace le x par 0, parce que x plus 1 vaut 1 quand x vaut 0. Or, on a vu que x est strictement positif, donc je ne peux pas aller plus loin que gamma de 1. Quand j'avais gamma de 3, là, je peux dire, bah oui, je prends x égale 2,
donc à ce moment-là c'est bon parce que c'est strictement positif, donc je peux dire que si x égale 2, donc c'est égal à 2 fois gamma de 2. Là, pour x égale 2, bah, je pourrais avoir x égale 1, pardon, pour 2, là je prends x égale 1, donc ça me donne encore une fois 2 fois 1 fois gamma de 1. Par contre là c'est fini, parce que sinon il faudrait que je prenne x égale 0, et ça je n'ai pas le droit. Donc je m'arrête finalement à gamma de 1. Et je ne peux pas aller plus loin. Là, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Eh bien, j'ai fait apparaître n, n-1, n-2, n-3 jusqu'à 1, et ça, de manière évidente, c'est factoriel n, hein, c'est mieux dans l'autre sens, hein, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à n, c'est factoriel n, sans oublier ici le gamma de 1. Donc finalement, j'ai gamma de n plus 1 qui est égal à factoriel n fois gamma de 1. Mais maintenant, que vaut gamma de 1? Parce qu'à un moment, il faut quand même le calculer, le dernier, gamma de 1, qui lui va pouvoir se calculer, on va voir très facilement, puisque c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Gamma de 1, c'est-à-dire que le x vaut 1, si x vaut 1, 1 moins 1 ça fait 0, t puissance 0 ça fait 1. Donc il n'y a plus finalement de gamma, de t puissance x moins 1, parce que ça vaut 1. Et maintenant, j'ai juste l'intégrale d'exponentielle moins t. La primitive d'exponentielle moins t, je sais que c'est moins exponentielle de moins t. Quand t tend vers plus l'infini, ça fait exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc là ici j'ai moins 0. Et après j'ai moins le terme quand t vaut 0. Avec ici un moins, donc je vais avoir finalement plus. Et donc, e de 0, ça fait 1, donc ça fait plus 1. Parce que là, ici, le terme, quand t vaut 0, ça fait moins 1, donc ça fait moins 1, donc ça fait plus 1. Donc finalement, j'ai moins 0 plus 1 qui vaut 1. J'ai donc gamma de 1 qui vaut 1. Et si gamma de 1 vaut 1, j'ai uniquement factoriel n. Et donc, ce que je viens de montrer, finalement, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, j'ai gamma de n plus 1 qui est égal à factoriel de n. Attention à ça, par contre, c'est que ici, je suis bien sur grand N, parce que ça commence à n égale 0, et quand n vaut 0, ça fait gamma de 1, donc ça c'est bon, ça existe. Par contre, ne surtout pas dire que gamma de n égale factoriel de n moins 1. Alors ça c'est vrai, mais attention, si je dis ça, là je ne peux pas prendre le n qui est égal à 1, à 0, pardon, puisque ça ferait gamma de 0 est égal factoriel de moins 1. Donc si jamais je dis ça, à ce moment-là, il faut que je dise pour tout n appartenant à n étoile. Parce que là, puisqu'on commence à n égale 0, ça commence à gamma de 1, et donc si je commence à gamma de 1, cette fois-ci c'est le n qui appartient à n étoile. Donc moi je l'ai montré sous cette forme-là, parce que généralement c'est celle qui est demandée, mais des fois on demande de montrer cette forme-là, mais à ce moment-là, faire bien attention que c'est pour tout n appartenant à n étoile. À ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais tout dépend de sur quelle forme on travaille. Maintenant, ça c'était la partie plutôt simple entre guillemets des calculs. Maintenant on va voir la deuxième partie qui est gamma de 1,5. Puis gamma de n plus 1,5. Puisqu'on a vu qu'à partir du moment où on a par exemple gamma de 1 tiers, j'ai dit on peut faire gamma de 1 tiers plus 1, 1 tiers plus 2, 1 tiers plus 3, c'est-à-dire 1 tiers plus k. Et bien là ça va être le même principe, mais non pas avec 1 tiers, mais avec 1,5. Alors pour gamma de 1,5, on va déjà écrire que vaut gamma de 1,5. Donc gamma de 1,5, c'est-à-dire que le x vaut 1,5. Donc ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance. Alors le x vaut 1,5, 1,5 moins 1, ça fait moins 1,5, fois exponentielle moins t dt. Alors t puissance moins 1,5, je sais que je peux l'écrire sous la forme 1 sur t puissance 1,5, et t puissance 1,5 c'est racine de t. Donc finalement je peux l'écrire sous la forme 1 sur racine de t, et je vais mettre le exponentielle moins t au-dessus comme ça. Et donc j'ai gamma de 1,5 qui est égal à ça. Donc là, c'est pas aussi évident que tout à l'heure, on peut se dire je vais faire une intégration par partie, sauf que là, pour trouver le 1 sur racine de t, on pourrait faire la primitive, mais ça ne m'avancerait pas à grand chose. Donc là, on va plutôt faire un changement de variable. Le changement de variable qu'on va faire, c'est poser u égale racine de t. Tout simplement parce que j'ai un racine de t au dénominateur, et donc ça semble plus logique de faire ça. Donc du coup, si u égale racine de t, avec bien sûr t et u strictement positif, j'en déduis que en mettant au carré, j'ai u carré qui est égal à racine de t au carré, c'est-à-dire à t. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire mon changement de variable. Alors, déjà au niveau des bornes, donc quand le t vaut 0, u ça vaut racine de 0 ça vaut 0. Maintenant, quand t vaut plus l'infini, ça fait racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc le u tend vers plus l'infini. Donc au niveau des bornes, finalement, ça ne change pas grand-chose. Bon, un cas particulier, parce que de manière générale, ça peut changer, mais ici, ça ne change pas.
Maintenant, au niveau du calcul ici. Alors avant de faire le calcul ici, il faut d'abord calculer le du ou le dt pour voir justement si ce dt, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il n'y a pas une partie du du qui va apparaître là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est calculer du, on pourrait aussi calculer dt, hein, les deux sont bons, mais moi je vais calculer du, c'est-à-dire la dérivée de racine de t. La dérivée de racine de t, je sais que c'est 1 sur 2 racine de t fois dt. Donc là, j'ai fait apparaître mon dt, et ce que je remarque, c'est qu'en dessous, j'ai un racine de t. Ben, ça tombe bien, parce que justement, j'ai un racine de t ici. Par contre, on voit que j'ai pas de 2, mais c'est pas grave, le 2, je peux très bien le passer à gauche, c'est une égalité. Et donc, j'en déduis que 1 sur racine de t dt est égal à 2 du. Et donc, ma partie ici, 1 sur racine de t, enfin dt sur racine de t, ça, c'est égal à 2 du. Donc, je vais mettre le 2 ici et le du au bout. Puisque, alors je mets le 2 devant, parce que j'ai l'exponentielle moins t, il ne faut pas oublier de le mettre. Or le t, on a vu que c'était u carré, donc finalement ça fait exponentielle de moins u carré. Donc je trouve ce résultat, le 2 je peux le sortir de l'intégrale, donc ça donne 2 fois l'intégrale de l'exponentielle moins u carré fois du. Et donc comme on le voit, le changement de variable m'a fait disparaître le racine de t au numérateur, par contre il m'a fait apparaître du u carré dans l'exponentielle. Alors, maintenant, pour calculer cette intégrale, alors là c'est assez long, donc ça je ne vais pas vous le faire, parce qu'en plus j'avais fait dans une autre vidéo, donc je vous mettrai le lien vers la vidéo qui permet de calculer cette intégrale-là, ça fait avec du changement de variable en polaire, etc. C'est assez intéressant, sauf que c'est long, donc je ne vais pas le refaire, parce que j'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller voir la vidéo en question. Et ce qu'on avait vu dans cette vidéo, c'est que cette intégrale est égale à racine de pi divisé par 2. Donc bien sûr les deux se simplifient, et donc ça me donne racine de pi. J'en déduis donc que gamma de 1,5 est égal à racine de pi. Voilà. Alors ça paraît bizarre de faire apparaître du pi alors qu'au début j'ai rien de trigonométrique ou quoi que ce soit. On se demande pourquoi il y a un pi qui apparaît. Donc comme je vous dis, c'est parce que dans ce changement de variable, il y a du changement de variable en polaire notamment. Et donc ça va faire apparaître du pi. Maintenant qu'on a trouvé gamma de 1,5, donc qu'on a vu est un petit peu plus compliqué que le gamma de 1 notamment, eh bien on va pouvoir faire le gamma de n plus 1,5. Alors, soit on le fait par récurrence, là je vais faire encore une fois par itération successive, parce qu'on va voir en plus que le principe ici ressemble au principe qu'on avait vu sur les vidéos sur les intégrales de Wallis. Dans les intégrales de Wallis, on trouve à un moment une expression qui va ressembler beaucoup à celle qu'on va trouver ici pour gamma de n plus 1,5. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, on va réutiliser la récurrence qu'on avait vue ici, hein, que gamma de x plus 1 est égal à x fois gamma de x. Donc si je fais gamma de n plus 1,5, eh bien, ce que je peux dire, c'est que d'après cette formule ici, c'est égal à n plus 1,5 moins 1, donc c'est-à-dire n moins 1,5, fois gamma de n moins 1,5. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait un changement de variable ici, dans mon gamma de x plus 1. J'ai remplacé le x par n moins 1,5, puisque, et donc à ce moment-là, ben, le x, j'ai n moins 1,5. Le x plus 1, ça fait n moins 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Donc là, comme on le voit, j'ai juste fait un changement de variable, finalement, dans mon expression, ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose? Ben, je vais faire comme j'ai fait juste avant, c'est-à-dire que je vais dire que c'est n moins 1,5 moins 1, c'est-à-dire n moins 3,5 fois gamma de n moins 3,5. Et là, on voit qu'il y a le même principe qui apparaît que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais faire moins 1, moins 1, moins 1, et j'ai toujours mon gamma ici qui va arriver au final. Donc, qu'est-ce que je vais avoir si je fais une étape de plus? J'aurai n moins 1,5, n moins 3,5, n moins 5,5 fois gamma de n moins 5,5. Et donc, bien sûr, comme tout à l'heure, je vais à la fin, le faire par itération successive, et puis à un moment, il va bien falloir que je m'arrête. Et quand est-ce que je vais m'arrêter? Quand j'aurai gamma de 1,5. Alors pourquoi j'aurai gamma de 1,5? Parce qu'on voit qu'à chaque fois, j'ai n-3,5, n-5,5, etc. C'est-à-dire j'ai un entier moins un entier, virgule 5, et donc un entier moins un entier, virgule 5, à la fin, je vais arriver à 0,5. Donc, je vais avoir n-1,5, n-3,5, n-5,5, etc. jusqu'à arriver finalement à 1,5 fois gamma de 1,5. Et quand je vais arriver à gamma de 1,5, juste avant j'aurai 1,5, ce qu'on voit, hein, c'est que ce qui est dans le gamma, et bien juste avant j'ai la même chose, puisque ici j'avais x fois gamma de x. Et gamma de 1,5 qui vaut racine de pi, alors je le mets tout de suite, hein, hop, ici ça vaut racine de pi. Alors,
C'est bien joli cette expression, sauf qu'il va falloir simplifier cette expression, puisque bon, on peut la laisser comme ça, un certain nombre de produits, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Le but, c'est vraiment d'avoir une autre expression, du style, comme on avait vu, factoriel n, comme tout à l'heure. Et c'est là qu'on va voir que l'astuce est quasiment la même que celle pour les intégrales de Wallis. Alors ce que je vais faire, c'est déjà mettre au même dénominateur pour plus avoir une fraction et puis un terme sans fraction. Donc là, si je multiplie par 2, ça me donne 2n-1 sur 2. Ici, j'ai 2n-3 sur 2. Ici, j'ai 2n-5 sur 2, etc., etc., jusqu'à 1 demi, fois racine de pi. Donc déjà, on voit que c'est un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que au dénominateur, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc ça va être 2 puissance le nombre de termes. Alors on va voir après combien il y a de termes. Et au numérateur, j'ai 2n-1, 2n-3, 2n-5, etc. jusqu'à 1, c'est-à-dire j'ai un espèce de factoriel, mais en prenant que les nombres impairs. Donc, bon, c'est pas un vrai factoriel, hein, c'est un factoriel, mais avec que des nombres impairs. Mais qui était exactement, justement, l'expression qu'on avait dans les intégrales de Wallis. Alors maintenant, la question, c'est aussi, j'ai combien de termes? Eh bien, le nombre de termes, on voit que je pars de 1 et je vais jusqu'à 2n-1. Et quand je vais de 1 à 2n-1, eh bien, j'ai n termes. Pourquoi? Parce que si on fait, si on complète, entre guillemets, donc si je mets les chiffres dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., je vois que les chiffres marchent 2 par 2. Enfin, si je les regroupe par 2 par 2, pardon, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc jusqu'au dernier pair, le dernier je prends un nombre pair, parce que si je prends forcément un nombre impair en fin, eh ben, je peux pas le regrouper, je peux le regrouper avec rien du tout. Eh bien je vois que là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 couples, d'accord. Et pourquoi j'ai 4 couples? Parce que le 8, si je le divise par 2, pardon, ça fait 4. Si je rajoute les deux d'après, donc 9, 10, j'ai combien de couples? J'ai 5 couples, puisque 10 divisé par 5, ça fait 2, etc., etc. Donc là, c'est quoi ici, si je fais le même principe, mais avec ce que j'ai là? Donc ici, j'aurai quoi en dernier couple? J'aurai 2n-1 et 2n, puisque, comme on l'a vu, ici, il faut toujours terminer par un nombre pair. Et donc là, j'ai combien de couples? J'ai 2n divisé par 2, c'est-à-dire j'ai n couples. Donc là, si je fais ça, j'ai n couples. Et moi, comme à chaque fois, par contre, j'ai 1 sur 2, j'ai que le 1, le 3, le 5, le 7, etc. jusqu'au 2n-1. Eh bien, j'ai 2 fois moins de termes. Et donc, c'est-à-dire que du coup, j'ai n termes. D'accord? Puisque j'ai le nombre de couples divisé par... Enfin, j'ai autant de termes, pardon, que de couples, parce que j'ai un terme par couple. Et comme on a vu, j'ai n couples, donc j'ai n termes. Donc ici, ça me donne 2 puissance n. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce pour savoir combien j'ai de termes. Est-ce que j'en ai n, n plus 1, n moins 1, etc. Là, je vois que si je vais de 1 à 2n, j'ai n couples. Et comme j'ai un couple par terme, j'ai autant de termes que de couples. Donc j'en ai n. Alors maintenant, comment faire pour simplifier encore cette expression? Parce que j'ai toujours des 3 petits points au numérateur. Là, le principe, c'est tout simplement de faire apparaître du factoriel. Mais comment je vais faire apparaître le factoriel? En rajoutant les termes qui me manquent. C'est quoi les termes qui manquent? C'est les termes pairs, hein, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais réécrire plutôt dans l'autre sens, hein, de 1 jusqu'à 2n, ce sera plus simple. Donc, j'ai 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. jusqu'à 2n moins 1, 2n. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté au-dessus les termes qui manquaient. Et quels sont les termes qui manquaient? 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à 2n. Toujours le racine de pi au bout. Pourquoi j'ai rajouté les termes manquants? J'ai rajouté les termes manquants justement pour faire apparaître du factoriel au numérateur. Et maintenant, en effet, au numérateur, j'ai bien du factoriel, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 2n. Donc j'ai factoriel de 2n. Maintenant, qu'est-ce que j'ai au dénominateur? Toujours le racine de pi en dessous. Eh bien, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. jusqu'à 2n. Et bien, ce 2, 4, 6, 8, etc. jusqu'à 2n, je vais plutôt l'écrire 2 fois 1. Le 4 c'est 2 fois 2, le 6 c'est 2 fois 3, et le n c'est 2 fois n. Et en écrivant ça, qu'est-ce que je fais apparaître? Eh bien je fais apparaître, si je regarde 1 sur 2, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'au bout. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça me donne 2 puissance le nombre de termes. Et combien j'ai de termes? Je vois, c'est 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, etc. Donc je vais encore une fois de 1 jusqu'à n, donc j'ai 2 puissance n termes. Donc j'ai le 2 puissance n de tout à l'heure qui reste. 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça donne encore une fois 2 puissance n, donc je vais pouvoir regrouper.
Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n, et 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, ça me donne factoriel n. Avec le racine de pi au bout, et 2 puissance n fois 2 puissance n, je peux le simplifier, et donc ça me donne 2 puissance 2n. J'en déduis donc que gamma de n plus 1,5 est égal à factoriel de 2n divisé par 2 puissance n fois factoriel n fois racine de pi. Et cette fraction, c'est égal, comme on l'a vu, au produit des nombres impairs de 1 à 2n-1 sur 2 puissance n. Et la petite astuce, c'est de compléter avec les nombres pairs pour boucher les trous, entre guillemets, et donc faire apparaître le factoriel de 2n. Par contre, forcément, il faut compenser en dessous, et la compensation nous fait apparaître, si on l'écrit sous cette forme-là, eh bien du factoriel de n cette fois-ci, non pas de 2n, avec du 2 puissance n. Donc voilà, et ça, cette petite astuce, c'est exactement la même que quand on a les intégrales de Wallis. C'est pour ça que je disais qu'on retrouve l'expression un petit peu des intégrales de Wallis, c'est-à-dire de compléter avec les termes pairs qui manquent. Donc voilà un petit peu pour ce calcul de gamma de n plus 1,5 qui se fait, hein, comme on l'a vu. Alors on peut le faire par récurrence, bien évidemment, mais là je l'ai fait par itération successive, c'est plus simple, parce que sinon, déjà, il faut trouver l'expression de récurrence, qui est celle-là. Alors si on la connaît, tant mieux, mais si on la connaît pas, on ne peut pas la deviner. Donc il n'y a que en faisant la méthode que je viens de faire par itération successive, qui nous permet de trouver le résultat. Et donc on verra dans une dernière vidéo sur la fonction gamma, l'étude de la convexité et des variations de la fonction gamma. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.